Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Zone Sport, l'émission hebdomadaire qui décrypte toute l'actualité sportive. Aujourd'hui, en ce 2 janvier, nouveau concept. On voulait un peu revenir sur cette belle année 2025 de sport. Chacun de nous a choisi un moment qui les a marqués au cours de l'année. On va en discuter ensemble. Donc, bonjour Zéphyr, bonjour Elias. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite une très belle année et aujourd'hui, Zéphyr va commencer avec un événement qui l'a profondément marqué en juin, un match de titan entre deux joueurs qui ont marqué l'année tennis. Est-ce que tu peux nous en parler Zéphyr? Oui, donc moi j'avais à cœur de revenir sur le duel Sinner-Alcaraz et surtout sur cette finale de Roland-Garros qui nous a tous marqué, qu'on soit fan de tennis ou non. Tout le monde a allumé sa télé ce jour-là tellement ce qui s'est passé est énorme. On a vu un Sinner qui était quand même au-dessus pendant la majeure partie du match, pendant cette finale, et Alcaraz qui, au bout du quatrième set, arrive à sauver 3 balles de match alors qu'il avait un break de retard, 3 balles de match sur le service de Sinner, et c'est tout simplement phénoménal. Il a démontré sa puissance, il a fait plier Sinner sur les 3 points qui suivaient, et ensuite il a déroulé, il a pris le tie-break, et on a vu un 5e set de légende pour voir une finale qui restera dans l'histoire du tennis. 5h28 de jeu. Je sais pas si on se rend compte, quel humain serait capable de tenir 5h20 à jouer tennis à cette intensité-là, à ce niveau-là. Et les mecs étaient toujours en train de s'envoyer des parpaings en continu, des services à 220 km/h. Donc c'est quand même le match de tennis de l'année, le match qui nous a tous marqués. Et c'était un moment... Waouh. Ouais, c'est tout ce que... Elias, un petit mot pour parler de ce moment. Ah bah, comme tu l'as dit, c'est un match que les fans de tennis et les non-fans de tennis ont tous regardé parce que moi, je me souviens très bien où j'étais chez moi et il y avait tous mes potes à la maison qui ne suivent pas du tout le tennis et qui sont pas du tout branchés Roland-Garros à l'accoutumée, mais là, ils étaient obligés, enfin, on était obligés de tous allumer France 2, se mettre devant le match pendant 5h20 et kiffer parce que les deux joueurs, ils nous ont régalé que ce soit dans l'intensité et puis même dans la qualité. Je pense que ça a été du jamais vu sur la saison et depuis très longtemps en termes de qualité de jeu, on n'a pas vu cela depuis le Big Three et des gens disent même que c'était au-dessus en fait cette finale et pour le coup on est à deux doigts de les rejoindre parce qu'on était émerveillés devant ce spectacle. Ça a duré 5h28 et on n'était pas lassés. Et voilà, Alcaraz, il a prouvé que bah, il était meilleur que Sinner, même si Sinner, pour le coup, lui, il faisait quasiment aucun faux pas. On rappelle qu'il revenait quand même d'une suspension de 4 mois pour sa suspicion de dopage. Donc ça devait être, voilà, ça devait être compliqué mentalement. Et en plus, il restait, je crois, sur, il restait, il me semble, sur une victoire à Rome, il me semble, sur Alcaraz en plus, sur terre battue. Donc voilà, il y avait tout pour lui. Et Alcaraz, il nous sort ce super tie-break. 10-2, il le plie, il envoie des coups de génie. Et on était ébahis de toute façon sur la performance. C'était vraiment pour moi une des plus grandes finales que j'ai vécues récemment. Arthur, je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus. Je pense que toi aussi, ça t'a bien marqué cette finale. Bah oui, écoute Elias, moi comme tu le dis, je m'en souviens très bien de où j'étais quand c'était ce match de titan, comme j'ai dit. Mais moi, un truc dont je voulais revenir dessus, c'est que vraiment pour moi, si on regarde dans l'histoire du tennis, c'est la plus grande finale de Grand Chelem. Il y a aucun débat. Parce que si tu regardes au niveau de l'intensité, du suspense et du scénario qu'on a eu, tu vois un joueur qui sauve 3 balles de match contre le numéro 1 mondial à l'époque. Peut-être qu'il était passé numéro 2 après sa suspension. Mais en tout cas, c'est complètement dingue quand Alcaraz il est à 40-0. Il y a aucun humain sur Terre qui pense que c'est possible que je crois qu'il perd 0,40 sur son service, Zephyr, pour revenir sur ce que tu as dit. Et après, il débreak sur le jeu d'après Yannick Sinner. Donc tu vois, la probabilité qu'il revienne dans le match, elle est minime. C'est ça qui rend encore plus beau cette finale, Zephyr. Ben, moi, vous l'avez dit, on se souvient tous de la montée. Et moi, quand Sinner prend le break et que du coup il mène 5-3, je me souviens exactement de ce que j'ai dit. J'étais avec ma copine, j'ai dit regarde, il va prendre les 4 grands chelems cette année. Et le truc, c'est que l'histoire, 2 minutes plus tard, et ben non, Alcaraz a totalement dérouté ce que j'allais dire. Alors qu'il y avait 3 balles de match, donc ça confortait encore plus mon idée.
Et ben Alcaraz a sorti, il a fait plier Sinner comme j'ai dit. Et le jeu d'après, Sinner, c'était le rapport de force avait totalement changé. Et là c'était plié quoi, mais c'était incroyable comment d'un coup la tendance a changé. Et une phrase qu'on entend de plus en plus dans le tennis, c'est Sinner est le meilleur du monde, Alcaraz est meilleur que Sinner. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie parce que Alcaraz a quand même gagné la majorité de leurs confrontations cette année. Et il est souvent dominant, il a un peu plus d'armes, plus de variété. Et c'est ça qui le fait plier contre Sinner, qui est quand même très clinique en général. Mais contre Alcaraz, ça pêche un peu plus là-dessus. Et cette finale en a été la démonstration. Alcaraz est un peu plus varié, un peu plus amorti. Et c'est ce qui lui a permis, je pense, de gagner le Grand Chelem et de mener 6-4. Du coup, dans les confrontations, enfin en Grand Chelem, dans le nombre de Grand Chelem remportés, il était à ce jour 6-4 après la finale de Roland Garros. Elias? Ouais, pour moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit, Arthur, comme quoi étant la plus grande finale de Grand Chelem de tous les temps. Attendons quand même un peu de voir l'histoire faire son travail quand même, parce que on en a des finales mémorables dans l'histoire. Hein. Nadal contre Federer en 2008 à Wimbledon, quand même, avec toute la dramaturgie qu'il y a autour quand on s'attarde un peu sur les finales passées. On a bien évidemment cette finale 5h53, plus longue finale de tous les temps entre Nadal et Djoko à l'Open d'Australie en 2012. Donc attendons que l'histoire fasse son travail quand même pour affirmer cela, mais c'est clair qu'en tout cas, elle est clairement, mais largement dans le top 10, si ce n'est dans le top 5 des finales, peut-être qui pourra marquer le plus l'histoire, mais attendons parce que, à mon avis, ils peuvent nous réserver d'autres finales d'anthologie, ces deux-là, parce que je pense que la saison d'après, à mon avis, ça va être bis repetita pour le tableau masculin. Ça va être les deux en finale, à mon avis. Donc voilà pour moi, Arthur, pour revenir sur ton petit point. Bah ouais, écoute Elias, moi juste un petit coup de gueule sur le tennis après qu'on passe à mon petit moment de l'année. Je pense que franchement, je ne comprends pas comment à 6-6 au cinquième, il y a un super tie-break. Là, si ça avait joué comme à l'ancienne, ça aurait été mais, complètement, légendaire. Peut-être ce serait allé à genre 12-10 ou 14-12. Là, ils nous foutent un super tie-break. C'est comme à Wimbledon, Federer-Djokovic, où il y a un super tie-break à 12-12. Tu vois, jamais de la vie, Federer il perd la finale s'il n'y a pas de super tie-break. Donc, Après, oui, Zéphyr. tu disais à Wimbledon, c'est quand même mieux de l'avoir à 12-12 qu'à 6-6, parce que après sinon tu t'arrêtes plus comme m'a eu Isner. Mais 12-12, je trouve que c'était un bon compromis, parce que t'as quand même la dramaturgie, mais le match il s'arrête quand même au bout d'un moment, parce que là tu disais le suspense et tout. C'est vrai que ça aurait rajouté au suspense, à la dramaturgie dont Elias parlait. Ça aurait encore amélioré cette finale. Mais au bout d'un moment, peut-être faut s'arrêter pour que ça ressemble pour pas que ça devienne du n'importe quoi. Mais 12-12 pour moi c'est un bon compromis, et on aurait eu 12-12 super direct, ça aurait pas été déconnant. Parce qu'on aurait eu cette dramaturgie de chaque fois le jeu qui est à 40 à 7-7, à 8-8, les jeux à 40 comment ça aurait été tendu. Enfin, on aurait été waouh, dans l'émotion, dans le suspense à son comble, quoi, on peut dire. Ouais, mais après, tu compares Mahu Isner, et même Isner, impossible de prendre son service, donc c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. Donc, bon, clôturons un peu cette page tennis parce que sinon on va s'éterniser. Moi, Zéphyr et Elias, c'est mon moment 2025, peut-être celui aussi d'Elias, mais en tout cas là c'est moi qui va en parler. C'est bien évidemment peut-être le meilleur moment sport de ma vie, c'est la victoire du PSG en Ligue des Champions. Donc c'est historique comme match, je m'en rappelle, je pense toute ma vie je m'en rappellerai de ce qui s'est passé durant ces 90 minutes. Là j'ai pleuré à la fin, Elias je sais pas, mais moi j'ai pleuré à la fin devant Marquinhos. Et quand on regarde la saison du PSG, c'est inimaginable qu'ils gagnent cette Ligue des Champions. On regarde cette phase de groupe, personne ne croyait en eux. Ils prennent le premier match contre Gérone à l'arraché, mais après ça perd contre les grosses équipes. C'est compliqué offensivement. Personne met ses occasions. Dembélé, il est inexistant sur ce début de saison. On regarde, il perd contre Arsenal, contre le Bayern. On se dit limite que la qualification, ça va être compliqué. Je crois qu'à 2 journées de la fin, ils sont même pas dans les 24 premiers. Après, il y a cette victoire contre City où ils perdent 2-0 et qu'ils vont la chercher 4-2. Et là, c'est vraiment le tournant de la saison. Elias, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est le déclic qui fait que les joueurs de Luis Enrique sont devenus une vraie équipe. Et une vraie équipe qui est prête à tout pour remporter ce trophée. À 2-0, on se dit... tout le monde est devant son canapé, devant sa télé en se disant...
Ouais, bah c'est fini, c'est encore pas cette saison et on revient l'année prochaine avec plus d'armes. Mais là, il y a Barcola qui arrive sur son côté et qui commence à retourner le match. Donc après, il y a eu le match contre Stuttgart, là c'était plus facile. Mais il y a vraiment eu un déclic, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des joueurs. Zéphyr, si tu veux revenir sur ce déclic, mais on a vraiment l'impression que Luis Enrique a poussé un coup de gueule et que d'un coup les joueurs ont su pourquoi ils étaient dans cette équipe du PSG. Moi, je l'ai déjà dit, on me vanne encore pour cette phrase que j'ai sortie, mais on ne sait pas ce qu'il a mangé Dembélé à Noël, mais il a pris beaucoup de force et c'est ce qui a aussi permis à Paris de passer une saison médiocre, voire mauvaise, en début de saison avec une phase de ligue compliquée, comme tu l'as dit, à des matchs et des victoires d'anthologie, comme tu l'as dit, contre City, qui ont permis d'être des tournants de la saison. Des victoires contre Liverpool, où il a fallu être en patron à Anfield, alors que ça a été dans la souffrance. On l'a vu au match retour. Un Dembélé qui marque un but de raccro, mais qui marque, un Dembélé toujours là, et une équipe solide, pas forcément toujours la plus dominatrice, mais souvent dominatrice dans le jeu, et les fois où elle n'a pas été dominatrice, a su être excellente dans ses temps faibles. Donc c'est là que Paris a été excellent cette année, c'est qu'ils ont toujours été bons, qu'ils ont su souffrir, qu'ils ont su être en tant qu'équipe, là où toutes les années précédentes où ça avait été compliqué. Tu l'as dit, Marquinhos, ça a été magnifique de le voir. Ça a été magnifique parce qu'on le voit, il dit pendant ces 12 années, il y a eu la remontada contre le Barça, la défaite contre Man United, la remontée après contre le Real. Il y a eu tant de fois où c'était compliqué, que c'était au final, enfin, et ça faisait plaisir pour le foot français. Moi, je suis supporter de Lens, mais ce jour-là, ça fait plaisir de voir les équipes françaises à un tel niveau et de voir le foot français pas si ridicule que ça. Donc, c'était, waouh, je veux dire, moi, c'était un super moment de sport, tu l'as dit. Et franchement, quel accomplissement de voir cette équipe de Paris aussi excellente, aussi écrasante en finale et aussi excellente pendant toute cette phase de ligue, pendant toute cette phase retour, surtout de la Ligue des Champions, à partir de janvier. Ouais, bah, en tout cas, Elias, je te laisserai la parole après, mais en tout cas, un truc sur lequel je voulais revenir et que beaucoup de gens disent, c'est que on a vraiment senti que la saison dernière, Luis Campos a mis de côté le fait de faire arriver des stars, etc., et que c'est vraiment devenu une équipe. Et on se rend compte que c'est ça le football finalement. Il y a peu d'équipes qui gagnent une Ligue des Champions et où c'est pas une équipe soudée. Si on regarde les équipes du Real Madrid 2022, en soi, il y a pas que des stars, c'est juste une équipe qui a faim, qui a vraiment envie d'aller chercher les trophées, et au final, ça va au bout. Donc, c'est pour ça que, enfin, je te rejoins Zéphyr, on a vraiment eu un tournant, et on a l'impression que les joueurs ont compris pourquoi ils avaient été formés et pourquoi ils jouaient au football. Elias, je sais pas si tu as quelque chose à dire, est-ce que tu pourrais revenir sur les matchs d'anthologie qu'on a eu contre Liverpool à Anfield, parce que quand même gagner au tir au but à Anfield, je sais pas si beaucoup d'équipes en étaient capables. C'est clair, c'est clair. Moi, je voudrais aussi revenir sur le début de la phase de ligue. Honnêtement, moi, j'ai toujours dit qu'on était supérieur en tant que supporter du PSG. J'avais cette vision, on était supérieur aux équipes qu'on jouait pour la plupart du temps. Je trouvais ça séduisant. Je trouvais juste qu'il y avait un cruel manque d'efficacité. Et en fait, ce déclic, voilà, Manchester City, c'est l'efficacité pour moi. C'est ce qu'a tout fait dans la saison du PSG. Ils ont réussi vraiment à être cliniques à partir de ce match. Et contre Liverpool, on pensait qu'au match aller, ils retombaient dans leur travers. Quand ils avaient pléthore d'occasions, Alisson a sorti son meilleur match. Et d'ailleurs, quand on voit un peu les défaites du PSG récemment, les meilleurs joueurs, c'est souvent les gardiens. Donc ça montre aussi quelque chose. Puis voilà, il y a eu cette séance de tir au but où clairement, je pense que j'ai jamais autant stressé de toute ma vie parce que je savais que si le PSG passait ce tour, eh ben, c'était quasiment du tout droit en fait parce que voilà, et derrière il y avait Aston Villa, même si Aston Villa a fait une très belle campagne, et que le PSG a aussi souffert chez eux, c'est passé. Je pense que voilà, au niveau de l'efficacité, c'était clinique quand même. Et aussi cette marque collective, tu l'as dit, bah, pour moi, les joueurs ont vraiment rayonné dans cette phase d'élimination directe, au-delà même de Dembélé. Moi, je pense à Fabian Ruiz surtout, qui a mis des buts hyper importants et aux deux monstres, que ce sont Hakimi et Nuno Mendes. Donc
pour moi, cette épopée du PSG restera bien sûr dans ma mémoire à tout jamais parce que voilà, les remontadas, toutes les désillusions précédentes ont fait extrêmement mal. Mais ouais, c'est pour ça que ça vaut le coup de rester fidèle à votre équipe de cœur et surtout ne pas changer même quand les temps sont les plus sombres. Voilà, je sais pas, Zéphyr, tu voulais avoir un petit mot de la fin peut-être sur cette magnifique histoire. Ouais, c'est vrai qu'en fait, tu parlais de tournant Arthur contre City. En fait, on peut un peu voir des tournants partout. Parce que tu vois un tournant contre City, après tu vois un tournant contre Liverpool où tu te dis. Parce que c'était peut-être la finale avant l'heure. C'était les deux meilleures équipes. On a dit c'était le match pour le Ballon d'Or entre Salah et Dembélé. Donc, finale avant l'heure. Après, tu as Villa, où c'est la première fois que tu vois Paris qui ne se fait pas remonter, alors que ça aurait pu. On voit Villa qui remonte, mais Paris quand même qui finit par ne pas se faire remonter. Donc, encore un tournant. Contre Arsenal, tu les vois en patron contre Arsenal, donc tournant. Et contre l'Inter, finale 5-0, victoire écrasante. Encore un tournant. En fait, cette saison a été faite de tournants et c'est là que c'est encore plus beau, c'est que c'est des changements, tu l'as dit, un tournant de ne pas prendre que des stars. Et tu peux voir des signes partout, des signes qui amènent à la victoire partout. Et ça nous a amené un succès éclatant contre l'Inter. Donc Paris magnifique, je le redis. Ouais, bah écoute, t'as bien raison Zéphyr. En plus, un petit mot de la fin. Il y a un match dont on parle plus beaucoup parce que c'est une défaite au final, mais le PSG Liverpool, le match aller, je pense que j'ai rarement vu une telle performance parisienne. Tout le match était exceptionnel. Après, à la fin, c'est cruel, c'est vraiment un scénario à la Paris, but d'Harvey Elliott. Mais au final, si on regarde tout le match, tu mets un autre gardien à la place qu'Alisson, il y a 5-6-0, hein, je le dis très clairement. Donc là, je pense que c'était vraiment limite le plus gros tournant après City où l'Europe a compris que c'était du sérieux, tu vois. Donc, passons le sujet foot. C'est vraiment deux moments, tennis et foot, qui nous ont vraiment marqué. Peut-être les deux plus gros moments de l'année. Mais niveau basket, on a eu peut-être le plus gros trade de l'histoire. Un top player, peut-être le meilleur joueur de la ligue, qui prend ses valises vers Los Angeles. Elias, quelle était ta réaction quand tu as vu ça? Moi, j'étais complètement bouche bée. Je croyais que c'était un rêve. Il était 1h du matin. Shams Charania envoie la notif. C'était dingue. Bah écoute, étant grand supporter des Mavs à cette époque-là, mais surtout de grand admirateur et suiveur de Luka Doncic, je n'imaginais même pas une seconde que cette info était réelle. Je me suis réveillé, je me souviens très bien, dans le 2 février, moment du drame pour moi, parce que j'ai suivi l'épopée des Dallas Mavericks jusqu'en finale NBA. On rappelle que quand même, ils étaient en finale NBA la saison dernière, donc les Boston Celtics, et ils avaient fait rêver toute la ligue avec ce duo magnifique de Doncic et Kyrie Irving. Et là, news, Doncic va peut-être dans la plus grande franchise de l'histoire de la NBA derrière Boston, alors qu'on pensait tous que Dallas allait construire un projet à vie pour Luka Doncic. Tous les fans, ils voulaient mettre une statue devant le stade, à l'image de Dirk Nowitzki. Et là, tout s'effondre. Luka est tradé pour Anthony Davis. Voilà, c'est quand même deux gros noms de la NBA, mais surtout Luka Doncic. Et ça prouve quand même que la NBA est un monde cruel, et parce que les joueurs ne décident pas de leur transfert. Ils sont transférés pas du tout sans leur consultation. Et quand on voit les réactions de tout le monde, quand on voit que tout le monde dit que aucune superstar n'est en fait safe, ce qu'on appelle la trade deadline va arriver fin février, c'est la fin des transferts NBA. Et est-ce qu'on peut se dire que Shai, est-ce qu'on peut se dire que Giannis, est-ce qu'on peut se dire que Wemby même peuvent être tradés? Bah oui, en fait, après je pense que ce trade-là va marquer un tournant parce que plus personne dans la ligue n'est intouchable en fait quand on remarque ça. Et pour moi, derrière, c'était les justifications du dénommé Nico Harrison, qui a d'ailleurs pris une sacrée vague de haine qui est peut-être un peu excessif, mais pour le coup, on comprend l'énervement des fans. Mais moi, je sais pas toi Arthur, mais les justifications sont assez loufoques. Quand on voit que Nico, il avance le fait que la défense gagne des titres, pour moi, c'est totalement absurde quand on voit la saison actuelle des Mavs, qui en plus, miraculeusement, a récupéré le numéro 1 de draft quand même. Ça, c'était quand même
la fin un peu de ce feuilleton, je sais pas Arthur, et aussi le problème de poids voilà, de Luka Doncic, mais bon, le mec il pesait je sais pas combien de kilos, mais il en mettait 40 par soir, donc je sais pas toi, mais moi ce trade il m'a retourné. J'en avais limite les larmes aux yeux, j'arrivais pas à y croire. J'ai pris ma douche le matin même et j'étais comme ça, j'étais en train de gamberger littéralement, j'étais sous le choc. Bah écoute Elias, pour revenir d'ailleurs sur les joueurs que tu penses qui sont transférables, que tous les joueurs sont transférables, je pense quand même qu'il y a des joueurs qui sont on peut pas toucher, enfin comme Wemby, parce que au moment où il est dans sa carrière, au moment où les Spurs sont dans leur construction, c'est impossible. Même Shai, enfin ce serait complètement absurde, surtout quand on connaît le talent du GM de OKC. Mais en l'occurrence, ouais, un Jokic, pourquoi pas, enfin, pourrait être transféré. Enfin, c'est complètement dingue ce qui s'est passé. C'est vrai que les excuses de Nico Harrison étaient, comme tu as dit, un peu loufoques. En fait, on a compris qu'il pensait que ça allait pas aller plus loin avec Luka et qu'il fallait construire sur un autre joueur et qu'il voulait un titre à court terme. Bon, en l'occurrence, il y a beaucoup de théories du complot sur est-ce que c'est Adam Silver qui voulait envoyer Luka à LA et donner le first pick à Dallas pour les consoler. Mais enfin, en fait, ça a bouleversé toute la NBA. Ce trade a complètement choqué le monde du basket, même à l'échelle mondiale, parce que un, deux superstars comme ça qui sont échangés, enfin, ça n'est jamais arrivé. D'habitude, on a quelques petits joueurs et des pics contre un gros joueur. Là, si Yanis est transféré, je pense que ce sera ça. Ça va pas être Yanis contre De'Aaron Fox ou quelque chose comme ça. Mais comme tu l'as dit, Nico Harrison, d'ailleurs, je crois qu'il a quitté son poste là récemment, mais en fait, il a un peu tué tous les fans des Mavs. Là, je regardais l'autre jour le compte Dallas Mavs France qui avait publié un tweet qui fait 70 lignes où ils expliquent leur haine des Mavs après le trade. En fait, ils ont tous les fans des Mavs qui sont arrivés après le pic de Luka en 2017, et bah ils ont tous commencé à se désister. Comme toi, t'étais fan des Mavs, maintenant, bah écoute, je pense pas que tu regardes avec assiduité tous les matchs de Cooper Flag, etc., tous les soirs. Donc en fait, il a tiré une balle dans le cœur à tout le monde et personne ne comprend vraiment la raison, à part le fait que peut-être qu'il s'est réveillé un matin, il s'est dit oui, bah Luka, ça va pas le faire pour le titre. Enfin, c'est complètement incompréhensible quand on voit la saison d'avant où ils vont en finale après un run magnifique. Même s'il a tué le rêve de tous les fans, il a surtout tué le rêve de Luka qui voulait se muer en nouveau Dirk, aller donner le titre à Dallas au bout d'un run magnifique. Donc au final, moi je te rejoins, Nico, il a gâché le rêve de tout le monde. Ah ouais, c'est vraiment, ça a été la news forte en NBA. Moi, à ce moment, il m'a vraiment marqué. Comme je l'ai dit, fan de Luka, je le suis depuis son magnifique Eurobasket 2017 où il gagne avec la Slovénie. Et ce joueur, il est dans mon cœur. Il m'énerve autant qu'il m'émerveille. Et ouais, ce trade pour moi, voilà, ça va plus être la même chose. Les trades deadline, ce qu'on appelle la fin de la période de transfert, ça va plus être la même chose parce que maintenant on va se réveiller, voilà, comme tu as dit, on va voir Jokic transféré, ben on va se dire, bah ouais, ok, c'est normal, c'est un GM qui a pris c'est un general manager qui a pris cette décision. Puis voilà, ça limite, ça va peut-être couler de source. Enfin, on va peut-être être choqué 1 ou 2 jours. Mais là, on était choqués plusieurs semaines. Voilà, on s'en remettait pas. Les réseaux étaient complètement inondés. Il y avait que ça comme news. Tout le monde en parlait. Je sais pas, toi, Zéphyr, peut-être t'en as entendu parler ou pas. Mais comme je sais que tu suis pas trop la NBA, mais tout le monde, enfin, c'est la planète basket et même la planète monde, c'était le moment de la saison NBA. Au-delà même du fait que, voilà, OKC, ils ont gagné leur premier titre. Ça a pris vraiment toute la place médiatique et c'est pour ça que ce moment m'a marqué, même d'un avis plus objectif et un peu plus lointain. Donc ouais, pour moi, c'était le moment NBA à retenir de cette saison-là. Et ouais, ça va me marquer encore aujourd'hui. Je ne m'en remets pas. J'en suis pas remis. Quand j'ai vu Luka Doncic porter le maillot des Lakers, j'étais choqué. Voilà, j'étais choqué. Et après, je pense qu'on reparlera de la saison des Lakers qui est un peu en camouflé avec lui. Mais ouais, c'était une grosse bombe. C'était la bombe. Voilà.
Écoute Elias, moi ouais, pour revenir sur les Lakers, pour les Lakers en fait le trade est quand même un bon trade, mais le problème c'est que ça laisse quand même un trou en défense, parce que là on voit leur attaque est surpuissante, Luka, Austin Reeves, mais leur défense c'est une calamité. Donc le problème c'est que le titre il va pas se gagner avec qu'une attaque, tu vois, contre les gros ça commence à être compliqué, contre les Houston, contre les Spurs, contre le Thunder, c'est compliqué. Donc d'un côté, les Lakers ont obtenu peut-être le meilleur joueur de la ligue, enfin le meilleur joueur en tout cas offensif de la ligue, mais ils ont quand même perdu un des meilleurs défenseurs qui est Anthony Davis. Donc en fait, il arrange quasi personne ce trade, parce que les Lakers avec LeBron et AD, ça fonctionnait quand même pas mal. Donc peut-être qu'on les voyait en finale NBA, peut-être pas aller chercher le titre, mais en tout cas ça fonctionnait très bien pour eux. Est-ce que Elias, t'as un mot de la fin pour conclure ce podcast et cette parenthèse basket? Bah écoute, mon mot de la fin, comme tu l'as dit, voilà, pour se projeter un peu, voilà, pour faire un peu le- le- la postérité de ce trade, ouais, tu l'as dit, pour moi c'est exactement ça. C'est perdant-perdant. Luka, malheureusement, bah, en défense, c'est toujours compliqué. Et Anthony Davis, c'est au niveau des blessures. On sait que ce joueur est très souvent blessé. D'ailleurs, premier match avec les Mavs, on croit que ouais, ça va tout péter. Il se blesse au bout de 3 quarts temps. Fin de l'histoire, fin de saison. Et là encore, il a été plusieurs fois blessé encore au cours de cette saison-là. Et Luka Doncic, bah, voilà, le gros problème des Lakers, même s'ils ont un super bilan, bah, c'est que en fait, contre les grosses équipes, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc c'est un peu la postérité de ce moment marquant NBA. J'en suis sûr qu'il y aura encore des moments marquants NBA, mais celui-là, il va être très très dur à concurrencer, tant il a marqué les esprits. Bon, bah merci Elias, merci Zéphyr pour vos deux moments, Zéphyr le tennis et Elias le basket. En tout cas, on se retrouve, là on n'a pas pu débriefer la CAN, etc. Mais on débriefera la semaine prochaine, et on va avoir les huitièmes de finale qui vont arriver, ça va être très sympa. Là, Zéphyr qui va voir Lens-Toulouse ce soir, il va kiffer. On espère une défaite lensoise pour un PSG de retour sur le toit sur le toit de la Ligue 1. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast rempli de débriefs, d'analyses et voilà. Bon, merci les mecs. La Quoi? saison tennis recommence. Ouais, la saison tennis qui recommence, donc l'Australian Open, restez branchés, on va avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver. Exactement. Bon allez, Et avec un lance toujours en tête de la Ligue 1. ouais, bon, on verra ça.